mettez votre PowerPoint. Je vous l'ai mis. Ça va, il vous... Et je vais juste arrêter la transcription. Ça a l'air de fonctionner, donc c'est bon. Hein. Pardon? Ça a l'air de fonctionner, donc c'est bon. Et on voit le PowerPoint? On voit le PowerPoint, oui, effectivement. Tout va bien. Super. Après, voilà, des prises, il y en a deux. Je vous en prie. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Merci d'être venus jusqu'ici. Merci aussi aux collègues qui nous écoutent depuis la visioconférence. C'est un plaisir de vous accueillir ou bien physiquement ou bien virtuellement à l'École du Louvre. Virtuellement, vous avez juste manqué le petit déjeuner, le café, les petites viennoiseries, mais vous êtes là et c'est l'essentiel. Je suis Claire Barbillon, la directrice de l'École du Louvre depuis un peu plus de 7 ans, enfin plutôt juste 7 ans. Et on est très heureux d'avoir continué, si vous voulez, un partenariat tout à fait fondateur qui a débuté bien avant que je rejoigne cette maison comme directrice, qui est un partenariat avec la Fondation Culture et Diversité. C'est un partenariat essentiel pour essayer d'atteindre un des objectifs principaux qui sont les nôtres, à savoir accroître la diversité sociale dans la population de nos élèves, ici même à l'École du Louvre. Vous savez, c'est un peu un mantra de l'ensemble des institutions d'enseignement supérieur. Encore faut-il passer à l'acte, encore faut-il réaliser petit à petit cet objectif de diversification économique et sociale, surtout dans une école parisienne, surtout dans une école qui prépare au métier du patrimoine et de la culture, métiers qui sont réputés s'adresser dans l'imaginaire des gens à une espèce d'élite qui reproduit des habitudes familiales. Évidemment, c'est plus facile quand on est né dans un château et qu'on valorise le château de sa famille que quand on est né dans une cité et qu'on découvre pour la première fois à 18 ans le musée du Louvre. Ça arrive hein, qu'on ait des jeunes qui, chaque année, lorsqu'on organise, j'anticipe un peu, mais nos stages d'égalité des chances, je dis nos parce que je m'associe à la Fondation, mais en tout cas le stage de l'École du Louvre, chaque année, on a la surprise d'avoir devant nous de grands adolescents hein, de 17, 18 ans qui découvrent Paris pour la première fois, même si leur famille n'habite qu'à une centaine de kilomètres. C'est une réalité, il faut la prendre en compte. Et surtout, ce que la Fondation nous aide à faire, c'est à faire les choses en vérité, sans hypocrisie. Parce que vous comprenez, c'est bien joli pour des établissements comme le nôtre de dire on va ouvrir nos portes à la diversité. Oui, mais si derrière, on n'aide pas les jeunes, une fois qu'ils se sont donné du mal, une fois qu'ils ont travaillé dur pour avoir notre concours d'entrée et qu'ils arrivent à l'École du Louvre, si on ne les aide pas à vivre sereinement leurs études, on n'a pas fait le chemin. Il y a même une relative hypocrisie à avancer des statistiques, vous voyez, et à dire « Ah, mais c'est formidable, on a un tiers de boursiers sur critères sociaux. » Oui, mais ils vivent comment une fois qu'ils sont à Paris? Si c'est pour les faire habiter à 1h30 de RER et bosser la nuit, et le soir et la nuit, comme j'en ai vu pas mal, à ranger des vêtements sur les grandes surfaces de la rue de Rennes entre 8h30 et minuit tous les jours, croyez-vous qu'ils ont vraiment les mêmes chances de réussite que les autres? Ça, il faut voir le problème tel qu'il est. Et ce qui est une des grandes forces de la Fondation Culture et Diversité, c'est justement qu'elle ne met rien sous le tapis. Elle ne met aucune des difficultés réelles des jeunes sous le tapis et que non seulement elle les aide dans la période préparatoire, et évidemment, c'est de ça dont nous parlons aujourd'hui, parce que vous êtes les premiers vecteurs, vous êtes évidemment à l'origine de tout, parce que c'est par votre enseignement et votre accompagnement que des jeunes qui ont du goût pour l'art, qui ont du goût pour les musées, qui ont du goût pour les monuments historiques, etc., peuvent se dire bah, pourquoi pas l'École du Louvre? Et c'est notre responsabilité, la Fondation et nous-mêmes,
une fois que ces jeunes ont manifesté ce goût, qu'ils ont manifesté l'énergie et les qualités nécessaires pour réussir le concours, de les accompagner jusqu'à la réussite. Il n'y a pas de vraie politique d'égalité des chances sans politique d'aide à la réussite. Et ça, c'est notre job. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que vraiment, ce partenariat pour nous, c'est une bénédiction, si je peux m'exprimer ainsi, même si ce n'est pas le vocabulaire qu'on doit employer dans une école laïque, mais parce que c'est un partenariat qui s'inscrit dans la vérité et dans la durée. Et dans la durée, ça c'est l'autre qualité. C'est très joli de faire un coup médiatique, hein. On va faire une fondation qui va pendant un an inonder tel ou tel type d'établissement, puis après on s'en lave les mains, on reprend ses billes et éventuellement on part même loin de France. Non, c'est pas ça le truc. L'idée fondatrice de Marc Ladrette de la Charrière et d'Éléonore de la Charrière qui maintenant préside la fondation et bien sûr de sa déléguée générale qui est parmi nous ce matin. Vous voulez prendre la parole d'ailleurs? Juste après. Hein, ça serait bien aussi. Parce que quand même, donc cette idée, c'est vous qui allez en parler, Lucille, bien sûr, c'est justement d'accompagner dans la durée les élèves et les établissements. Voilà. Et bien justement, prenez la parole et après ça, je vais vous parler de manière un peu plus approfondie de l'école du Louvre. Je voudrais juste savoir, avant de laisser la parole à Lucille Deschamps, donc, à qui je faisais allusion il y a un instant, combien d'entre vous sont déjà venus à cette journée? Voilà, donc oui, c'est vrai que j'ai un peu peur des redites, hein, mais bon, je vais aussi avant tout parler pour les collègues qui viennent pour la première fois et ceux qui nous écoutent pour la première fois. Bon, Lucille Deschamps est la déléguée générale de la Fondation Culture et Diversité et que je remercie d'être là ce matin. Merci à vous, Claire. Je vais juste prendre, j'ai un petit PowerPoint aussi à vous présenter. C'est pour vous représenter la Fondation Culture et Diversité. Et j'espère que tout va bien s'afficher. Tout à fait. Hop. Merci beaucoup. Je vais reprendre et les remerciements évidemment de la directrice de l'École du Louvre. Merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Ça veut dire beaucoup. Vous êtes, comme l'a dit Claire Barbillon, les premiers passeurs de ce programme Égalité des chances. Et voilà, c'est vous qui êtes le premier maillon de cette chaîne qui ensuite permet aux jeunes de découvrir l'École du Louvre et puis pour certains d'intégrer le cursus. Donc merci beaucoup pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez au programme. Évidemment, merci beaucoup à l'École du Louvre et à toutes les personnes qui travaillent sur ce programme, qui est en fait le premier programme qui a été mis en place par la Fondation Culture et Diversité. Et donc, Claire parlait d'un programme fondateur, ça l'a été parce qu'on a posé les bases effectivement de la méthodologie des programmes Égalité des chances avec l'École du Louvre. Je vais vous représenter très brièvement la Fondation Culture et Diversité, qui est une fondation qui a été créée en 2006, effectivement par Marc Ladrette de la Charrière, qui est président directeur général du groupe FIMALAC. Et en fait, cette fondation, elle a pour mission d'aider des jeunes à accéder aux arts et à la culture, à la fois par des programmes de cohésion sociale, qui sont plus des programmes d'éducation artistique et culturelle, et puis des programmes d'égalité des chances, qui sont là dans l'accès en fait aux études et puis aux métiers artistiques et culturels. Avec une conviction profonde, c'est que la diversité justement des jeunes qui peuvent rentrer dans ces écoles vont nourrir ces écoles et nourrir in fine à la fois la création culturelle de demain. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière de la Fondation Culture et Diversité, qui est une fondation qui a une petite spécificité. Elle n'est pas redistributrice, c'est-à-dire qu'elle ne finance pas d'associations, elle ne fait pas d'appel à projets, elle crée ses propres programmes de concert avec des partenaires comme l'École du Louvre. Et donc, c'est une fondation qui essaye de s'inscrire effectivement dans la durée. Quand on crée un programme Égalité des chances, comme l'a dit Claire, c'est pour l'installer dans la durée. Et donc, avec l'École du Louvre, c'est depuis maintenant, c'était 2006, 2007, je crois, le premier programme. Et donc, on essaye effectivement de s'inscrire dans la durée. Donc, comme je vous l'ai dit, les programmes Égalité des chances, c'est favoriser l'accès des jeunes issus de milieux modestes
aux grandes écoles de la culture, aux études artistiques et culturelles et évidemment aux métiers qui y mènent. 13 programmes maintenant sont mis en place à la Fondation Culture et Diversité avec 56 écoles partenaires qui sont pour la très très grande majorité des écoles publiques, puisque évidemment si on veut permettre à ces jeunes de rentrer dans ces écoles, il faut qu'ils n'aient pas à subir aussi des frais de scolarité trop importants et donc on travaille avec des écoles publiques, sauf une qui est l'Institut français de la mode, qui est une école privée, mais qui prend en charge les frais de scolarité des jeunes qui rentrent via le programme Égalité des chances. Donc, des programmes autour du patrimoine, l'école du Louvre, les écoles d'architecture, on est en partenariat avec les 20 écoles d'architecture en France, avec l'Institut national du patrimoine aussi, à la fois pour les départements des conservateurs et pour le département des restaurateurs. Un pôle cinéma aussi, la FEMIS, l'INA, l'ENS Lumière. En art aussi, école d'art et design, et puis les écoles de métiers d'art et design, Boulle, Dupéré, Essènes, Olivier de Serres, donc les 4 grandes écoles autour des métiers d'art à Paris. Du spectacle vivant aussi, en école supérieure d'art dramatique pour des jeunes aspirants comédiens. Et puis le dernier né, puisqu'il a été créé cette année, au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, pour des jeunes danseurs issus des territoires ultramarins. Et enfin, un programme en école de journalisme. C'est pour vous dire effectivement qu'on a une palette assez large. On ne couvre pas encore peut-être le jeu vidéo et puis le cinéma d'animation. Donc voilà, c'est peut-être des perspectives aussi de développement. Et donc les programmes égalité des chances, ils ont été en fait bâtis sur une méthodologie en 5 étapes qui a été construite un peu de manière itérative et ça a été construit beaucoup avec l'école du Louvre notamment. Donc une première étape qui est vraiment basée sur l'information puisque c'est peut-être la première des discriminations, c'est l'accès à l'information, savoir que ces écoles existent, qu'elles sont publiques, qu'elles délivrent le meilleur enseignement possible en France autour de ces matières-là. Donc, informer les collégiens, les lycéens sur les formations supérieures d'excellence et puis leurs débouchés professionnels. C'est aussi de se dire quelles sont les perspectives et donc d'en parler dès l'information, dès cette étape d'information. La deuxième étape, c'est la préparation au concours. L'idée à la Fondation, ça a toujours été de dire que les jeunes doivent passer le même concours que tous les autres. Il n'y a pas de voie parallèle d'accès à la Fondation. Et donc, les jeunes sont préparés aux attendus du concours, mais ils sont préparés au sein même de l'école par ce qu'on appelle les stages égalité des chances, qui sont des temps d'immersion. Donc, ils viennent à l'école, et à l'école du Louvre, c'est une semaine en février. Et donc là, on va les préparer effectivement, on va les aider aussi à passer le concours, puisqu'on prend en charge, les frais d'inscription sur Parcoursup. Et puis, s'ils ont des déplacements aussi à faire, on va financer leurs déplacements. Ensuite, effectivement, je pense que c'est très important ce que Claire a dit, ce n'est pas le tout en fait de rentrer en école, il faut pouvoir réunir les conditions pour réussir sa scolarité. Et donc, on s'adresse à des jeunes qui sont quelquefois évidemment avec des situations financières fragiles. Et donc, il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir réussir sa scolarité. Donc, on va les aider grâce à un soutien financier. On va les aider aussi avec une aide au logement et l'école du Louvre le fait aussi grâce à la maison des élèves. Nous, on a un partenariat avec le Crous de Paris qui nous permet de loger des élèves aussi à Paris. Une aide pédagogique, donc un tutorat, et puis une aide à l'ouverture culturelle avec des offres culturelles gratuites. Ce n'est pas le tout de réussir sa scolarité. Il faut aussi ensuite arriver à s'insérer professionnellement. C'est pour ça que je vous dis qu'on a construit brique après brique à la Fondation. Et donc, on a mis en place une 4e étape qui est autour de l'accompagnement à l'insertion professionnelle avec à la fois des offres de stage et d'emploi avec des partenaires culturels. Notamment, on a un partenariat avec le musée d'Orsay, de la mise en réseau via du mentorat, de la diffusion d'œuvres plutôt pour les artistes plasticiens, et puis des résidences de découverte et des résidences de création, notamment à la Villa Médicis, à la Villa Noailles, avec la Cité internationale des arts. Et puis une 5e étape qui est l'avenue en dernier, en 2019, qu'on a créée en 2019, à la demande aussi des jeunes de la Fondation. C'était permettre aux plus anciens de s'engager en faveur des plus jeunes. Et donc là, de retourner dans son lycée pour parler de son parcours. Et donc, en fait, voilà, de boucler un peu la boucle de ces 5 étapes.
Juste pour vous faire brosser le programme Égalité des chances à l'École du Louvre à très grands traits, parce qu'on va vous en reparler après. Vous le savez, donc cette première étape dont je vous parlais, l'information et la sensibilisation, c'est évidemment vous sensibiliser et vous informer aussi via la journée des professeurs. Vous avez aussi un petit manuel qui vous a été distribué et qui vient là présenter effectivement l'École du Louvre, sa pédagogie et puis aussi les débouchés professionnels. Et puis on a des partenariats avec 8 lycées qui nous sont ciblés par la DGESCO, où là, il y a des étapes d'information et de sensibilisation qui sont mises en place pour les jeunes, donc une journée des métiers, plutôt pour les élèves de seconde, et puis ensuite des visites avec le module, avec les jeunes qui suivent le module guide conférencier. Donc ça, c'est plutôt en classe de première où les lycéens peuvent visiter des grands lieux effectivement du patrimoine à Paris. Et donc ça, c'est mené en direct par des jeunes de l'École du Louvre. Et je trouve ça très beau aussi de donner aux jeunes à la fois la possibilité évidemment de découvrir ce patrimoine, mais aussi de se projeter dans des élèves qui sont en M2 et donc de permettre cette capacité aussi de projection auprès des jeunes lycéens. Ensuite, le deuxième temps, la deuxième étape, c'est le stage égalité des chances. On va vous en reparler plus longuement, vraiment à très grands traits. Il a pour objectif justement de faire découvrir à 35 jeunes qui viennent de toute la France ce qu'est l'École du Louvre, sa pédagogie, puis aussi d'augmenter leurs chances d'accéder au concours et de réussir ce concours. Et donc, pendant une semaine vraiment d'immersion, une semaine dense, on peut le dire. Voilà, beaucoup de travail fourni par les lycéens pendant cette semaine. Et donc ça, Florie vous en reparlera plus en détail tout à l'heure. Évidemment, tout est gratuit pour les jeunes qui participent à ce stage égalité des chances. Et ensuite, on les accompagne avec les frais d'inscription et le billet de transport pour venir passer le concours. Ça, c'est pour vous dire un tout petit peu, vous le reverrez plus tard, mais le programme type d'un stage égalité des chances, comme vous le voyez, il est très très dense. Ils suivent beaucoup de cours. Ils ont aussi des concours blancs qui leur permettent de s'exercer effectivement aux attendus du concours. Vous le verrez plus en détail ensuite. L'étape 3, c'est donc l'accompagnement pendant les études. Je vous parlais d'un accompagnement financier. Les jeunes peuvent donc bénéficier d'une bourse d'aide au logement, 1 000 € par an, d'une bourse d'urgence s'ils sont vraiment dans une situation difficile et d'un prêt à taux zéro aussi si cette situation est plus structurelle. Et donc ça, on peut aussi mettre en place ce genre d'accompagnement. Un accompagnement au logement, je vous le disais aussi, le Crous et puis l'École du Louvre avec la maison des élèves. Quelquefois, le Crous de Paris a tendance en tout cas, les Crous ont tendance à ne pas prendre des jeunes en première année parce qu'il y a plus en fait, de risques de décrochage. Et donc, nous, on permet justement de sanctuariser 35 places, donc qui sont réparties sur l'ensemble des programmes. Mais en tout cas, tous les jeunes qui viennent à Paris, normalement, auront un logement soit via la maison des élèves, soit via le Crous de Paris. Un accompagnement pédagogique pour les élèves de première année avec des séances de tutorat. On le sait, la première année, la marche est haute et donc il faut accompagner ces jeunes, mais c'est le cas aussi pour tous les élèves de première année qui peuvent bénéficier du tutorat. Et cette année, d'ailleurs, le tutorat est assuré par une jeune qui a suivi le programme Égalité des chances et donc qui est maintenant, symboliquement, c'est quelque chose aussi d'assez beau. Et donc qui a fait sa scolarité à l'École du Louvre et qui maintenant assure le tutorat. Et puis aussi un accompagnement, je vous le disais, à l'ouverture culturelle avec la mise à disposition de laissez-passer et d'invitations gratuites. L'étape 4, l'accompagnement à l'insertion professionnelle, des ateliers professionnalisants, comment on rédige un CV, comment on passe un entretien de motivation, des offres d'emploi et de stage, s'il y a besoin d'un petit job avec le musée d'Orsay, avec Marianne International, avec Christie's, la mise en réseau, du mentorat. Et puis la participation à un cercle de jeunes pros passés par les programmes Égalité des chances à l'École du Louvre et à l'Institut national du patrimoine pour créer un réseau, alors qui se fait déjà à l'École du Louvre évidemment, mais nous on vient rajouter une petite couche à ça. Et puis des résidences de découverte auxquelles peuvent participer les jeunes qui sont issus du programme Égalité des chances à l'École du Louvre, notamment avec la Villa Médicis. Et puis cette dernière étape, je vous en parlais, l'engagement, s'investir aux côtés de la Fondation, aider les plus jeunes et puis être acteur de son parcours aussi, pouvoir rendre ce qui a été aussi acquis tout au long de ces années. Et donc, quelques chiffres clés.
18 ans d'action déjà. Voilà un programme majeur, on peut le dire. 3809 lycéens qui ont été informés et sensibilisés en étape 1, 642 lycéens qui ont été préparés au concours et donc 580 qui ont passé le concours. Tous les jeunes qui préparent le concours ne le passent pas. Il n'y a pas d'obligation, effectivement, à passer le concours. Et on a 166 lycéens qui ont été admis à l'École du Louvre, sur un taux de réussite, effectivement, qui avoisine les 30% pour ce programme. Et évidemment, c'est un programme auquel nous tenons beaucoup. Encore une fois, merci à tous ceux qui le rendent possible à l'École du Louvre. Évidemment, Ludovic, Florie, qui sont très opérationnels sur ce, Isabelle et évidemment Claire. Donc, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Et puis, je vous repasse la parole, chère Claire. Et pardon, j'ai oublié. Je suis en train de m'étouffer. Je suis vraiment désolée. Au sein de la Fondation, évidemment, vous connaissiez peut-être Julia, pour certains qui étaient là l'année dernière. Et donc, c'est maintenant Camille qui est juste ici, qui a repris le programme, avec Abassou qui est chargé de l'ensemble des programmes égalité des chances. Et donc, vous serez vraiment amené à recroiser Camille assez régulièrement aussi en étape 1 d'information et de sensibilisation. Merci beaucoup. Merci, Lucie. Je reprends la parole. Je suppose qu'il s'agit de ceci. Voilà. On va mettre la chose ainsi. Donc, presque tout vous a été dit. En vérité, je vais juste approfondir certains points et peut-être mettre l'accent sur la connaissance que vous avez partiellement, j'imagine, de l'École du Louvre. Vous savez, il y a beaucoup de clichés qui traînent sur l'École du Louvre, qui sont des clichés très anciens, aussi anciens d'ailleurs que l'établissement lui-même, qui a plus de 140 ans, comme vous le voyez. Les clichés sont dus au fait que pendant très longtemps, dans les années 60, 70, 80, l'École du Louvre était perçue comme une école parisienne qui accueillait en particulier des jeunes femmes issues de milieux aisés, qui acquéraient ici une culture en histoire de l'art qui allait être de bon ton pour qu'elles se marient en étant des jeunes femmes accomplies. J'en veux pour preuve le fait que pendant très longtemps a existé le bal annuel des polytechniciens et de l'École du Louvre qui avait pour fonction de fabriquer des mariages entre les jeunes filles bien nées et bien formées à l'École du Louvre et les garçons talentueux et promis à un brillant avenir qui étaient élèves à l'École polytechnique. Alors, je tiens à vous dire que tout ça, c'est du passé. Hein. C'est du passé et l'École du Louvre a beaucoup changé, je vous le disais, beaucoup changé, en particulier depuis une vingtaine d'années, et que nous sommes fiers, même si ça nous préoccupe en même temps, d'avoir un tiers de boursiers sur les critères sociaux de l'enseignement supérieur, un tout petit peu moins d'un tiers, hein, peut-être je parle devant Isabelle Bador, mais on atteint presque le tiers de boursiers sur critères sociaux parmi nos élèves et 2 tiers d'élèves qui viennent des régions hors Île-de-France. Donc c'est important, l'École du Louvre est à la fois située au cœur de Paris, située évidemment au cœur du Palais du Louvre, mais ça n'est pas une école parisienne. Vous voyez, c'est une école nationale, c'est-à-dire qu'elle rayonne vraiment sur l'ensemble du territoire parce qu'elle prépare à l'ensemble des métiers qui irriguent les musées et les établissements patrimoniaux, ainsi que bien d'autres métiers, y compris dans la sphère du privé. Je vais y revenir, parce que Lucille Deschamps a dit à l'instant une chose qui est très juste. Les parents, quand un jeune manifeste ce type d'intérêt, s'interrogent tout de suite sur la professionnalisation. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une des raisons qui fait que nous n'avons pas assez de garçons. Je fais un appel genré à vos élèves garçons. C'est pas normal d'avoir une telle proportion de jeunes femmes. On est 80% de jeunes femmes, 20% de garçons. Moi, j'aime les choses équilibrées, le brassage, le mélange, le partage, et je trouve que ça n'est pas complètement équilibré. Bon, c'est aussi le cas dans les sciences humaines en général, hein, il faut bien le reconnaître. C'est pas une spécificité de l'École du Louvre, mais à mon avis, ça vient du fait que dans les mentalités, il y a une inquiétude chez les parents, vouloir travailler dans l'art, dans le patrimoine, dans les musées, c'est pas sécurisant quand on a un jeune qui est un bon élève.
Donc, il faut évidemment tout de suite parler de professionnalisation, c'est important. Bon, le deuxième cliché qui traîne sur l'école du Louvre, et qui est effectivement, comment dirais-je, peut-être un peu moins grave, mais enfin qu'il faut quand même combattre, c'est que justement, c'est une école qui va donner tout un enseignement passionnant, mais qui va former des chômeurs, quoi. Hein, en gros, c'est comme l'histoire de l'art en général. Et ça, c'est vraiment faux. Et c'est une de nos fiertés. Vous voyez, moi, avant de diriger cette école, j'étais enseignante. J'ai été enseignante dans le secondaire, puis professeure d'université. Et dans mon dernier poste à l'université de Poitiers, où j'ai enseigné avec bonheur pendant quelques années, mon souci principal, c'était que mes très bons élèves de master n'arrivaient pas à s'insérer dans le champ qu'ils avaient choisi. Ils s'inséraient. Mais vous voyez, après ce master d'histoire de l'art, eh ben, ils passaient le CAPES d'histoire géo, c'était génial. Ils le réussissaient souvent, mais ce n'était pas ce qu'ils avaient choisi à la base, ou ils passaient le concours de professeur des écoles, ou ils travaillaient dans d'autres. Bref, ils n'arrivaient pas toujours, et à 50% à vrai dire, à s'insérer dans le champ de la culture et du patrimoine. Ce qui fait notre bonheur, c'est qu'ici, en particulier quand ils sont titulaires d'un master, ils s'insèrent très bien. Ils s'insèrent très bien parce que c'est vrai que nous avons ce rayonnement, nous avons cette réputation. Il faut aussi redire, et c'est très important, que nous sommes dans le Palais du Louvre, mais indépendants du Musée du Louvre, totalement indépendants sur le plan administratif, et que nous sommes une école publique. Parce que troisième et dernier cliché, ce qui traîne souvent, et on le voit quand on fait notre journée portes ouvertes au début de l'année civile, dans les questions des personnes qui viennent chercher des renseignements sur l'école, ils sont souvent étonnés qu'on soit une école publique avec des droits d'inscription qui sont les mêmes qu'à l'université. Alors, qu'est-ce qui fait la singularité de notre enseignement? Là, je parle, nous sommes entre collègues et évidemment, nous nous posons des questions pédagogiques, hein, des questions de méthode. Il est vrai qu'on pourrait se dire, mais pourquoi aller à l'école du Louvre alors qu'il y a d'excellentes universités un peu partout en France d'histoire de l'art? Il y a des différences. Nous sommes singuliers et vous avez là, à l'écran, 3 éléments qui peuvent qualifier cette singularité. D'abord, nous dispensons un enseignement qui est fondé sur la relation directe à l'œuvre d'art. Ça se traduit par une chose très simple, c'est qu'en premier cycle, la moitié des heures de cours des élèves se passent dans les musées, directement. Autrement dit, les travaux dirigés, vous savez, c'est toujours la même histoire. À l'université en général, il y a une répartition cours magistral, travaux dirigés. Ça, c'est classique, nous le faisons aussi. Les cours magistraux ont lieu dans des amphithéâtres ou dans une salle comme celle-ci, mais les travaux dirigés ont lieu devant les œuvres, par petits groupes de 15. Et ça entretient une immersion directe, complète, et une manière d'aborder l'œuvre d'art qui tient compte de toutes les dimensions de sa matérialité. Deuxième originalité, nous dispensons un socle de connaissances en histoire universelle de l'art en 3 ans. Autrement dit, notre enseignement est orienté en 2 grands domaines de cours. D'abord, un socle de connaissances communes. Deuxièmement, un choix personnel de l'étudiant. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais ce socle de connaissances, vous voyez, ne fait aucune impasse sur aucune région du monde de production artistique. Et ça fait une vraie différence. Quand des jeunes vont à l'université, ce qui a été mon cas, moi je ne suis pas une ancienne élève de l'école du Louvre, on approfondit de manière extrêmement satisfaisante certaines questions, certains domaines, mais d'autres, on ne les voit absolument pas. Je n'ai jamais eu, dans la bonne université parisienne où je faisais mes études, hein, donc c'est aucune critique, le moindre cours sur l'Inde, le moindre cours sur la Chine, le moindre cours sur l'Afrique, le moindre cours sur l'Océanie. Zéro. Culture, zéro. Voilà. En revanche, j'avais des très bons profs en médiéval, en moderne, sur la peinture italienne de la Renaissance, en 19e, en Grèce, etc. Mais vraiment, globalement, des impasses, qu'on appelle des impasses. À l'école du Louvre, non. À l'école du Louvre, on tente vraiment de donner une histoire universelle de l'art. Évidemment, c'est pas parfait. J'aimerais encore un peu décentrer. Je vous cache pas que quand on regarde les volumes de cours, il y a quand même plus d'heures sur la Renaissance italienne que sur les arts d'Océanie. Et c'est pas normal. Mais
on avance petit à petit, on rétablit des équilibres petit à petit et on crée cette culture qui est une culture universelle qui fait vraiment notre fierté, je dois vous le dire. Par ailleurs, autre spécificité qui peut être une chance et en même temps une difficulté, il faut bien le dire, nous n'avons pas d'enseignants propres, nous n'avons pas de corps enseignants propres. Nos enseignants sont exclusivement des professionnels du patrimoine, des enseignants-chercheurs, des personnes issues de différents métiers du monde de l'art qui viennent ici enseigner en cumul d'emploi, quelques heures. Alors ça, vous voyez, c'est à la fois formidable parce que ça dispense un enseignement, bonjour, qui est en prise directe avec la vie professionnelle à laquelle nous préparons nos élèves. Et en même temps, c'est vrai que ces personnes ont un métier principal qui n'est pas le nôtre. Vous savez, j'en suis aux spécificités pédagogiques. Hein, donc, voilà. Ce qui est dommage, c'est que vous avez raté l'introduction de la Fondation Culture et Diversité, mais vous y reviendrez, vous aurez plein de renseignements à l'écrit. Donc, voilà 3 singularités, voilà 3 éléments de la singularité pédagogique de notre établissement. Et vous voyez, la 3e, c'est-à-dire cette absence de corps enseignant propre. Parfois, je le déplore. Je le déplore parce que, d'abord, pour nous, c'est une difficulté considérable. Hein. Nous, les membres de l'École du Louvre à plein temps, il faut que nous gérions ce millier d'enseignants. Ça demande une véritable politique de coordination pédagogique qui est parfois un peu difficile à conduire. Et d'autre part, si vous voulez, c'est sûr que ça demande de la part des élèves un surcroît d'autonomie. C'est-à-dire qu'un élève qui sort du bac, il est quand même habitué à être accompagné. Ici, à l'École du Louvre, on va avoir, et c'est pour ça que Lucille Deschamps employait la métaphore de la marche haute, on va avoir une demande d'investissement en travail assez importante. Et contrairement aux classes préparatoires, où les jeunes sont à la fois confrontés à beaucoup de travail, mais très encadrés, nous, ils vont être moins encadré. C'est bien pour ça qu'on a créé le tutorat. Alors, il y a un tutorat spécifique à la Fondation, qui d'ailleurs se déroule dans les locaux de la Fondation, hein, mais il y a un tutorat proposé à l'ensemble des élèves de l'école et on crée de plus en plus de structures d'accompagnement parce que nos jeunes ont de plus en plus besoin d'être un peu, donc, oui, accompagnés, formés à des questions méthodologiques auxquelles ils ne sont pas complètement prêts parce qu'ils sont un peu lâchés dans le monde universitaire où il faut être très autonome. Bon, la localisation, vous la connaissez, c'est une force, évidemment, je passe. Alors là, il y a une petite vidéo, oui, c'est assez sympathique, vous voyez, qui montre la chance que nous avons, incontestablement, hein, d'être logés dans ces beaux locaux. J'ai souhaité qu'il y ait une présence de l'art contemporain dans les locaux. Vous avez vu tout à l'heure à l'écran quelques œuvres d'art contemporain, j'y reviendrai. Et puis là, c'est un petit clin d'œil à notre grand amphithéâtre. Mais vous voyez aussi que donc cette présence de l'art contemporain, elle a été rendue possible par le mécénat, par l'accompagnement de mécènes qui nous ont permis, Isabelle, j'ai un trou, d'acquérir cette œuvre. Merci. De François Morlet, c'est ça mon trou. Tu vois, ça arrive parfois. Je suis 19e, il faut dire, pardon, mais alors le 20e, c'est un peu plus compliqué pour moi. François Morlet, donc, qui a travaillé, vous le savez, avec du néon et qui est mort il y a quelques années et dont nous avons pu acquérir, grâce à ce mécénat, cette très belle œuvre que vous avez découverte en entrant dans le hall. Nous avons également une belle bibliothèque que nous avons complètement refaite il y a quelques années. Et là, les œuvres d'art sont dues à un artiste contemporain, comme c'est un sculpteur, je n'ai pas oublié son nom, qui s'appelle Anthony Gormley, qui est un sculpteur vivant, un sculpteur britannique, auquel le musée Rodin a consacré l'année dernière une belle exposition monographique, et qui, pour l'École du Louvre, a donc créé ces 2 œuvres, celle que vous voyez un peu tronquée par l'image à gauche, et celle qui est suspendue au plafond au bas de la bibliothèque. Bibliothèque qu'on a voulu comme un lieu de vie, comme un lieu agréable, un lieu vraiment qui est fondamental dans mon esprit parce que, vous voyez, si nos jeunes comprennent en arrivant à l'École du Louvre qu'ils vont être beaucoup dans les musées et beaucoup
dans les salles de cours, ce qu'ils n'ont peut-être pas tout de suite en tête, c'est que c'est une triangulation. La vie d'un élève à l'école du Louvre, c'est aussi de passer beaucoup de temps à la bibliothèque. Rien, à mon sens, ne remplace le livre. Rien ne remplace le livre, même si on a une fantastique offre culturelle via le numérique, hein, je ne la nie absolument pas. Néanmoins, passer du temps dans une bibliothèque dans laquelle tout est en accès libre, tous les livres sont en accès libre, c'est vraiment une façon d'ouvrir la porte du savoir et de compléter les cours qui est irremplaçable. Et on fait de la formation à l'usage de notre bibliothèque qui nous a un peu estomaqués parce qu'on s'est rendu compte que certains de nos élèves n'étaient jamais allés dans une bibliothèque. Je n'imaginais pas que c'était possible qu'un élève de terminale, ils savent ce que c'est qu'un CDI, hein, ça bien sûr, mais malgré tout ce que vous pouvez leur dire, malgré, j'imagine, l'invitation que vous leur formulez d'utiliser les bibliothèques municipales, les bibliothèques même éventuellement spécialisées en histoire des arts, certains découvrent ce que c'est qu'une bibliothèque et donc nous les aidons à approfondir l'usage qu'ils peuvent avoir de ces lieux. Les salles de cours, vous avez vu la cafétéria, j'y reviens pas. Les salles de cours, les amphis, qui sont quand même plutôt sympathiques et confortables. Cette salle n'est pas la plus agréable, hein, mais vous voyez, dans les amphis, il y a une ambiance en particulier qui a été bien travaillée avec l'éclairage individuel. Et puis, bien sûr, ces déambulations heureuses, jubilatoires dans les musées, tous les musées, et pas seulement le musée du Louvre, mais vous voyez cette autonomie, ben justement, qui est évoquée là par le fait que ces étudiants que vous voyez dans la photographie du milieu doivent tout avoir avec eux, doivent s'organiser pour la prise de notes, etc. À gauche, je veux vous parler de ce que nous favorisons en particulier à partir de la deuxième année, hein, pas trop en première année, c'est les interventions de médiation. Hein. Je parle sous ton contrôle, Isabelle, hein, tu me dis si. Mais plus ils avancent hein, dans le cursus, plus nous les engageons à tenir eux-mêmes à participer à des actions de médiation pendant la journée du patrimoine, avec les grandes foires qui se tiennent à Paris, dans les musées partenaires. Et donc, c'est pour ça que la jeune femme que vous voyez de dos a son t-shirt École du Louvre. Et à droite, c'est le contact qui peut exister entre les élèves et évidemment des métiers. Hein. Je vous le disais, nous les mettons très tôt en face des réalités des métiers, et j'insiste sur les métiers au pluriel hein, du patrimoine et des musées, parce que très souvent, là aussi, les familles se disent bah, qu'est-ce qu'il y a dans un musée? Il y a un surveillant et un conservateur. Ben non, oui, bien sûr qu'il y a un surveillant et un conservateur, et que le surveillant a d'ailleurs une approche du public tout à fait irremplaçable. Mais il y a toute une gamme de métiers, hein, une gamme de métiers qui passe par les médiateurs, les services éducatifs, les régisseurs, les documentalistes, les personnes qui vont là aussi s'occuper de relations publiques, de communication, de mécénat. Enfin, les métiers des musées, c'est une sorte de très large palette hein, de différentes possibilités qui sont offertes après les études à l'école du Louvre. Je ne reviens pas trop sur l'historique parce que voilà, il ne faut pas non plus que je sois trop longue. Je pourrais vous tenir toute la matinée là-dessus parce que moi, ça me passionne, c'est normal. Bon, étant ici, si ça ne m'intéressait pas, ça serait grave. Fondation sous la Troisième République, je ne résiste pas quand même, puisqu'on est entre collègues à vous le dire. Volonté, vous savez, finalement, la Révolution française, comme vous le savez, fait entrer dans les collections nationales une quantité d'objets qui sont les saisies révolutionnaires. Bon, c'est formidable tout ça, sauf qu'il n'y a pas de profession à l'époque. Donc, on confie les collections publiques issues des biens de l'Église ou des biens des immigrés et on les confie à des gens qui sont des collectionneurs, des artistes, des gens absolument non professionnels. Et il faut attendre justement la Troisième République et l'éphémère gouvernement Gambetta en 81-82 et son secrétaire général aux Beaux-Arts qui est Antonin Proust pour créer une école qui est créée donc pour, vous voyez, être au début une école d'administration des musées. Autrement dit, pour professionnaliser un peu les musées. Et vous avez la liste hein, des professions qui sont déjà engagées. Et je dois vous dire aussi une chose, c'est que l'intuition géniale de nos fondateurs, c'est qu'il faut non seulement former les professionnels, mais former les visiteurs. Autrement dit, il y a d'emblée
deux publics à l'École du Louvre. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. Les étudiants et les amateurs. Vous, moi, qui veut. Les gens qui souhaitent simplement acquérir une culture en histoire des arts visuels pour devenir des visiteurs plus à l'aise, plus avertis, etc. C'est ce qui fait qu'on a une grande politique de cours du soir réservée à des auditeurs libres. Tous les soirs de la semaine, notre grand amphithéâtre de 600 personnes est plein de personnes qui simplement souhaitent se faire une culture en histoire de l'art. Et ça, c'est très important pour nous. C'est notre deuxième mission. On a notre mission d'enseignement supérieur, mais on a aussi notre mission de diffusion culturelle. Et par ailleurs, c'est important parce que ça nous donne une relative autonomie budgétaire. C'est-à-dire, par rapport aux autres écoles du ministère, on a cette chance d'avoir des ressources propres. Ce qui nous donne, par exemple, vous voyez, la possibilité de développer des bourses pour nos élèves, de les envoyer en partenariat à l'étranger, d'avoir une politique plus active. Il y a comme ça un peu des vases communicants, vous voyez, entre les auditeurs libres qui payent, pas très cher d'ailleurs, mais pour cette mission de diffusion culturelle, et les élèves, évidemment, qu'on souhaite encourager dans la diversité de leurs études également. Séminaires en région, séminaires éventuellement à l'étranger, etc., etc. L'organisation des études, bon, bah, elle est très classique. Je vais poser ça à côté, voilà. Elle est très classique, un premier cycle 3 ans, un diplôme qui vaut grade de licence, un deuxième cycle 2 ans, un diplôme qui vaut grade de master, une petite originalité pour le troisième cycle, une année prédoctorale qu'on appelle post-master et un troisième cycle. Là, le diplôme de troisième cycle ne vaut pas grade de doctorat parce que nous favorisons les partenariats avec les universités. Nous avons plus de 25 conventions partenariales avec des universités en France et à l'étranger pour que les doctorats soient donc à la fois reconnus par l'enseignement supérieur et bénéficient de la dynamique de notre centre de recherche, car nous avons un petit mais valeureux centre de recherche. Bon. Ah, comment je fais là? Il bloque. Ah si, il bloque plus. C'est ce qui vous est matérialisé par cet écran. Hein. Là, cet écran insiste sur le premier cycle. C'est sans doute ce qui vous intéresse le plus pour vos élèves et c'est ce qui va les intéresser le plus dans un premier temps. Comment l'enseignement de l'École du Louvre est-il organisé au cours des 3 premières années qui aboutissent donc à ce diplôme de premier cycle qui vaut grade de licence puisque, comme je vous le disais, nous avons obtenu cette reconnaissance de l'enseignement supérieur pour notre diplôme de premier cycle. Alors, il y a donc des cours obligatoires, des cours facultatifs. Les cours facultatifs, c'est des cours auxquels les élèves peuvent s'inscrire et qui ne fait que leur rapporter des points supplémentaires. Comme je vous le disais, les cours obligatoires se répartissent en 2 domaines, le tronc commun et ce que nous appelons la spécialité, c'est-à-dire une matière que les élèves vont choisir dès leur arrivée et qui vont conserver pendant 3 ans. Je vais y venir dans un instant. Le tronc commun est un tronc commun déployé chronologiquement et topographiquement. En première année, on commence par le commencement. Et c'est souvent un peu austère. Et c'est souvent, il faut le dire, un coup un peu dur. C'est vrai que commencer par la préhistoire, l'archéologie orientale, l'archéologie de l'Inde, l'archéologie égyptienne, l'archéologie grecque, waouh! Souvent, c'est des aires culturelles qui sont très loin de nos jeunes. Ils ont, en général, en histoire des arts, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, plutôt travaillé sur le moderne et le contemporain. Hein. Pas que. Ils ont travaillé sur l'Antiquité aussi. Bon. Oui. Très bien. Donc, ils seront moins perdus. Très bien. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle pour eux, ceux qui l'auront fait, parce que ça leur donnera déjà des repères. Il est vrai que notre pédagogie est fondée sur la mémoire visuelle. Il ne faut pas se leurrer, il y a beaucoup à apprendre. Parce que ce que nous voulons créer à la fin des 3 ans, c'est des gens qui aient en eux-mêmes, dans leur tête et pas au bout de leur portable, une vraie petite base de données intégrée qui leur permet d'avoir des réflexes d'identification,
des œuvres qui peuvent croiser dans tous les moments de leur vie. Vous vous baladez dans une brocante, vous repérez un objet, il vient, je ne sais pas moi, du Bénin, eh bien, vous avez dans l'œil et dans l'esprit un certain nombre d'objets et vous vous dites oui, oui, ça c'est vraiment telle culture, telle partie du monde, telle époque. Bon, c'est jamais totalement précis, hein. On n'en fait pas des experts au bout de la licence. Il ne faut pas non plus leur faire peur. Mais s'ils ont appris, s'ils ont regardé, parce qu'on est vraiment une école du regard, s'ils ont regardé, s'ils se sont donné la peine d'identifier et de repérer chronologiquement et topographiquement l'objet, ils ne confondront pas, je veux dire, un masque africain avec une idole océanienne, avec un casque chinois. Vous voyez, ils vont avoir une sorte de... Ils vont avoir acquis des réflexes, voilà. Et pour ça, il faut travailler la mémoire. Il faut travailler la mémoire visuelle. Alors, ça leur paraît un peu austère et un peu difficile parce que ça veut dire réviser ses cours régulièrement, assimiler des chronologies et beaucoup regarder les objets. Beaucoup regarder les objets. Alors, vous voyez, ça se déroule chronologiquement. Ce qu'il y a en plus des cours, c'est des travaux dirigés, je vous l'ai dit, mais aussi, il y a un type de cours auquel nous tenons énormément, c'est le cours des techniques de création. Parce que, justement, comme on s'intéresse à la matérialité de l'objet, bah, la taille directe, ce n'est pas la même chose que la fonte, ce n'est pas la même chose que le modelage, hein. Quand on dit... quand on les met devant une sculpture en bronze et qu'ils nous disent que ça a été modelé, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment employer le bon vocabulaire. Il y a aussi une exigence du mot juste et du vocabulaire. Il y a aussi chez nos enseignants, et ça je préfère vous le dire tout de suite, hein, parce que c'est important que vous fassiez passer le message, une exigence de la maîtrise de la langue française qui ne tarit pas. C'est pas possible d'arriver à l'école du Louvre en étant trop perdu dans l'expression écrite, parce que nos professeurs, qui sont des professionnels du patrimoine, attendent de la part des étudiants qu'ils puissent immédiatement se mettre à la rédaction d'un cartel, à la rédaction d'une fiche de salle, à la rédaction d'une aide à la visite. Et ça ne peut pas supporter l'approximation dans la maîtrise de l'orthographe et de la grammaire. Raison pour laquelle, vous le savez, au concours, et j'y reviendrai, nous avons mis la barre assez haut, hein, avec en particulier des points forfaitaires qu'on enlève à partir d'un certain nombre de fautes, et aussi le projet Voltaire, qui depuis cette année est proposé à nos étudiants de première année, et qui est une façon de cultiver l'expression écrite, de se remettre à niveau, et j'espère qu'ils sont beaucoup à s'en emparer. C'est tout nouveau, hein. On vient de le mettre en place. Je ne sais pas si on a déjà des statistiques d'inscription, Isabelle, mais en tout cas, pas encore, hein. Mais on leur donne les outils, hein. Il faut qu'ils s'en emparent. Donc, très tôt aussi, on va les initier à la muséologie. Oui, parce qu'il y a une chose dont je ne vous ai pas encore parlé, c'est qu'on est aussi... Ça ne marche pas. Il faut quoi faire? Il faut que je clique là, par exemple? N'importe où? Et là, ça va marcher? Non. Si. Ça, il faut un petit peu de temps. Donc, oui, bon, je vous en ai beaucoup parlé, hein, de ces travaux dirigés, je continue. Oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le tronc commun, il y a le cours de technique, je vous en ai parlé. Il y a une initiation à l'iconographie, ça vous en doutez, c'est important. On peut pas imaginer ne pas connaître les fondamentaux, les grands fondamentaux des corpus grecs et romains qui ont donné l'iconographie mythologique ou biblique, vétéro ou néo-testamentaires, qui sont tellement fondamentaux pour comprendre les œuvres que l'on va découvrir. Il y a, dès la première année, et ça c'est nouveau, dans l'initiation à la muséologie, qui est notre autre grande caractéristique, hein. L'enseignement de la muséologie, c'est fondateur pour l'école du Louvre, mais je vous en parlerai moins ce matin parce que ça intervient davantage en deuxième cycle. Notre deuxième cycle, notre Master 1 en particulier, est son identité
muséologique, donne les différents fondamentaux de la muséologie. Néanmoins, on a considéré avec la directrice des études, qui d'ailleurs n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle est en mission à l'étranger, mais qui vous salue tous, Anaïk Chatin, on a considéré qu'il était essentiel de sensibiliser les élèves aux questions du monde contemporain. Le musée est vivant. Le musée, c'est un organisme qui pose des problèmes très contemporains. Le musée aujourd'hui, par exemple, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un enjeu de soft power. À l'échelle internationale, il se passe des choses fondamentales lorsque, par exemple, un pays décide de mettre en place une politique de restitution dans une perspective de réparation postcoloniale. Et ça, c'est des enjeux qui intéressent nos jeunes et qu'il faut aborder très tôt pour leur montrer que, eh bien, ils ne sont pas là simplement pour se déconnecter du monde contemporain, mais qu'il y a des enjeux forts sur le plan sociétal. Et on commence tout de suite. Il y a aussi, évidemment, très tôt des séances d'introduction à la connaissance des métiers et un enseignement de langue vivante appliqué à l'histoire de l'art. Ça, c'est le tronc commun. Deuxième grand ensemble, nous allons leur proposer donc une spécialité. Le mot peut être un peu trompeur, hein, parce qu'évidemment, au bout de 3 ans, on n'en fera pas des spécialistes. Ça n'est quand même qu'une licence. Mais c'est un enseignement d'approfondissement. Et ça, c'est aussi une originalité par rapport à l'université, car comme vous le savez, à l'université, on change de module tous les semestres. Là, pendant 3 ans, on va approfondir un thème ou une période. Et je vais vous en montrer la liste. Voilà. Voilà les différents thèmes qui composent nos propositions dites de spécialité. Choisir une spécialité, ça veut dire suivre 3 heures par semaine de cours, hein, ou 5 heures tous les 15 jours. Enfin, ça dépend comment ça se goupille, hein. Mais en tout cas, c'est à la fois un choix exigeant, mais c'est un choix avec relativement peu d'heures de cours qui demande un gros travail personnel. Mais en général, comme les élèves l'ont choisi, ils le font avec plaisir. S'ils ont choisi, je ne sais pas moi, au hasard l'histoire de la sculpture du Moyen Âge, de la Renaissance et des temps modernes, c'est qu'ils sont passionnés par cet art tridimensionnel qui les touche particulièrement. S'ils ont choisi l'histoire des arts de l'islam, c'est parce qu'ils ont une sensibilité qui les porte à apprécier cet immense domaine qui est très bien illustré par le département du Louvre, qui a été ouvert il y a une vingtaine d'années et qui est consacré à ce champ de la production artistique. Ça peut être également, vous voyez, on a 8 spécialités archéologiques. Bien sûr, les élèves qui choisissent une spécialité archéologique se rêvent en Indiana Jones, hein. Bon, il faut qu'ils retombent sur Terre au bout d'un certain temps et qu'ils se rendent compte que l'archéologie nationale, c'est très bien aussi, qu'il y a beaucoup de métiers à l'INRAP, qu'il y a des fouilles préventives, que vraiment on recrute en archéologie. Il ne faut pas s'imaginer. D'ailleurs, le concours de conservateur d'archéologie est toujours un peu plus facile, hein, entre guillemets, que le concours de conservateur des musées. On le voit chaque année à l'INP. Bref, vous voyez, la palette est large. Ça va jusqu'à l'histoire du cinéma, hein. Ça va jusqu'à une spécialité qui me tient particulièrement à cœur, qui est la toute dernière sur cette liste, qui touche au patrimoine naturel, technique et industriel, parce que je pense que les enjeux sont extrêmement forts en France aujourd'hui de préservation de ces patrimoines et que là aussi, il y a du travail et de l'emploi. Bref, cette liste est connue des élèves. Et quand je vous disais il y a 4 heures de cours, ça s'organise de la façon suivante. Il y a 2 cours magistraux et des travaux pratiques. Un cours magistral spécialisé, donc une question qui change chaque année, qui est prise évidemment dans le champ indiqué, et un cours dit de synthèse, qui lui est un cours qui s'organise en 3 années et qui permet d'avoir une culture à la fois plus approfondie que le tronc commun, mais moins spécialisée que le cours organique. Bon, il faut vous dire aussi que c'est indiqué ici. Vous voyez, cette spécialité est composée de 3 cours. Ce cours organique, dit organique, il a une spécificité qui est un peu troublante parfois pour les élèves quand ils arrivent. Il est aussi fréquenté par des auditeurs. Donc, c'est le seul cours où les élèves
vont être confrontés à cette mixité, c'est-à-dire il va y avoir des auditeurs libres dans la salle. Alors parfois, il n'y en a pas beaucoup, mais parfois, il y en a beaucoup. Parfois, les auditeurs libres sont très nombreux et les élèves vont y être... Ah oui, d'accord, super. Les élèves vont y être un peu noyés. C'est le cas, par exemple, cette année-là, on a le cours 19e qui est adoré par les auditeurs et il y a 550 auditeurs inscrits dans l'amphithéâtre Rohan et une cinquantaine d'élèves. Bon, c'est 1 heure par semaine. Hein. Ils peuvent le vivre et comprendre que c'est un intérêt aussi de croiser d'autres types de publics. Alors, il faut cliquer là et voilà, plouf. Voilà. Nous avons également aussi quelques cours complémentaires, facultatifs, auxquels je faisais allusion tout à l'heure. C'est-à-dire c'est des cours qui, entre guillemets, ne font que rapporter des points aux examens. C'est la liste que vous avez à droite de l'écran. C'est des cours qui sont souvent fréquentés par les élèves qui choisissent l'archéologie pour la numismatique, pour l'épigraphie. On propose toutes sortes de... On a un petit aspect conservatoire, si vous voulez. Hein. On a plusieurs spécialités d'épigraphie, égyptienne, élamite, hittite, copte, etc., etc. Et là aussi, c'est des petits groupes d'élèves passionnés avec des petits groupes d'auditeurs libres. On a un cours de numismatique, même chose, ça intéresse les passionnés dans l'art de la médaille. Souvent, les élèves qui s'intéressent à la sculpture comprennent qu'il est important aussi de s'intéresser à l'art de la médaille. L'héraldique, ou bien encore emblématique médiévale, qui peut être aussi tout à fait nouvelle et tout à fait enrichissante. Et puis un cours d'iconographie plus spécialisé que le tronc commun, qui là aussi attire un certain nombre d'élèves. Voilà la liste de nos épigraphies. Je vous en ai nommé quelques-unes, mais vous voyez qu'on a une liste assez impressionnante de spécialités donc épigraphiques, y compris d'ailleurs dans des zones culturelles d'Amérique centrale et du Sud, le Navalte, le Maya et le Quechua. On a enfin, en préparation, pas encore tout à fait disponible, un cours d'histoire des idées qui sera un cours de contextualisation. Parce qu'une chose qu'on peut nous reprocher de temps en temps, et je peux l'entendre, c'est qu'on a un enseignement vraiment très centré sur l'histoire des arts visuels et que justement cet appel à la mémoire dont je vous parlais tout à l'heure fait que certains élèves estiment qu'ils bachotent un peu et qui sont vraiment dans les œuvres et dans les catalogues de musées. C'est important pour nous de leur proposer un cours de mise en contexte plus large qui va créer des ponts entre l'histoire de la littérature, l'histoire de la philosophie, l'histoire événementielle, bien sûr. Bref, une mise en contexte, et on a appelé ce cours pour l'instant Histoire des idées, qui est une dénomination assez large, mais vous voyez l'esprit. Les langues. Les langues, c'est essentiel parce que nous pensons qu'aujourd'hui, encore plus qu'hier, pour devenir un bon professionnel du patrimoine, il faut avoir regardé ce qui se passe à l'étranger. On ne peut plus rester enfermé dans la France métropolitaine et il faut avoir des éléments de connaissance et de comparaison. Et pour pouvoir le faire, il faut bien sûr avoir une connaissance des langues étrangères et, qu'on le veuille ou non, de l'anglais qui est devenu la langue véhiculaire comparable à ce qu'était le latin au Moyen-Âge. Et voilà, il faut que nos élèves aient une compréhension correcte de l'anglais. Ce qui fait que certains cours sont donnés en anglais. Alors, pas en première année, mais par exemple, en troisième année, on propose un enseignement des langues sous forme de travaux dirigés devant les œuvres. Les travaux dirigés devant les œuvres donnés en langue étrangère pour qu'il y ait un vocabulaire de la description, du commentaire, de l'analyse de l'œuvre qui s'installe petit à petit. On a également une partie du tronc commun en troisième année, l'initiation à la muséologie, qui est donnée en anglais. Non, c'est plus vrai. Je suis en train de dire quelque chose qu'on faisait l'année dernière. C'est la spécialité 20e siècle qui est donnée en anglais. Non, c'est le tronc commun. C'est ça, je te remercie. C'est la partie 20e siècle, en troisième année, du tronc commun qui est enseignée en anglais, sachant qu'en plus, comme il y a cette internationalisation des arts très forte au 20e, c'est pas absurde de l'enseigner en anglais.
La muséologie, là, je passe au deuxième cycle, très vite, hein, pour vous dire que l'année de muséologie est composée, qui est la première année du master, hein, M1. Pour vous donner une idée, on a à peu près 250 élèves en M1 et 220 en M2. Hein. On a quand même d'assez grosses cohortes. En premier cycle, on a 300 élèves par an. Là, on ouvre 300 places au concours et un tout peu plus peut-être. Hein. On a un effectif de 1000 à peu près en premier cycle. Hein. Parce qu'on a un deuxième concours, oui. Vous savez peut-être que nous faisons partie de la BEL, la Banque des épreuves littéraires des écoles normales supérieures, et que par conséquent, nous recrutons aussi par un deuxième concours, directement accès en troisième année, pour des élèves qui ont suivi l'option Histoire et théorie de l'art en classe préparatoire littéraire et en classe préparatoire à l'école des chartes. Donc on reçoit, bon an, mal an, une trentaine, 30-35 élèves chaque année directement en troisième année par la BEL. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc, ils arrivent en M1 après avoir obtenu le diplôme de premier cycle. Je passe sur les détails et sur nos exigences. On peut aussi nous rejoindre en deuxième cycle par équivalence, mais c'est très exigeant. Chaque année, on reçoit beaucoup de demandes, donc on est obligé d'avoir une exigence forte. Il faut avoir à peu près 15 de moyenne à la licence pour entrer à l'école du Louvre en master directement. Là, ils vont avoir un tronc commun de muséologie et en premier semestre et des séminaires en deuxième semestre. Oui, cette dissociation des cours en 2 semestres, qui est classique à l'université, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. En premier cycle, nous gardons un rythme annualisé de nos enseignements. En premier cycle à l'école du Louvre, je crois qu'on doit être un des derniers établissements de France à conserver un rythme annualisé, pour toutes sortes de raisons. D'abord pour la disponibilité de nos enseignants et parce que nous pensons, enfin je suis fermement attachée à l'idée qu'un enseignement sur un an pour nos cours de spécialité, c'est aussi une façon d'approfondir et d'inscrire des connaissances qui me semblent plutôt favorables pour nos élèves. Bref, je ne sais pas combien de temps on tiendra, parce que comme tout le monde passe au semestre, ça va devenir difficile. Mais pour l'instant, nous tenons. En deuxième cycle, en revanche, c'était impossible et nous avons un enseignement qui est semestrialisé, sauf pour l'inscription dans ce que vous voyez à droite de l'écran, c'est-à-dire le groupe de recherche, par petits groupes de 10. Comme on a des grandes cohortes, on essaie de créer des dynamiques de petites cohortes pour compenser. Et nous avons des groupes de recherche qui réunissent 10 étudiants. De même qu'en premier cycle, nous avions des TD à 15, pas plus, et le tutorat à 12, pas plus. En deuxième cycle, nous faisons ça, et puis nous avons un Master 2, alors là, complètement différent, avec des sujets. Nous avons une série de spécialités. Les Master 2 sont vraiment complètement individualisés, ou bien avec une tendance recherche pour les 2 masters Histoire de l'art et muséologie que vous voyez à gauche, ou bien avec une tendance professionnalisante avec les différents thèmes que vous voyez à droite, régie et conservation préventive, documentation et humanité numérique qui pour l'instant est un peu en suspens, marché de l'art, médiation et notre tout dernier, bien sensible, provenance et enjeux internationaux qui est en phase avec l'actualité des musées d'aujourd'hui. Ceux de nos étudiants qui souhaitent passer le concours ensuite d'entrée à l'Institut national du patrimoine sont plutôt dans les masters recherche. Plutôt. Hein. C'est plutôt leur... Alors, quelques écrans pour vous parler de cette mobilité internationale dont j'ai souligné l'importance il y a quelques instants. Je crois vraiment qu'il faut favoriser cette mobilité internationale. Le problème, c'est comme toujours, hein, c'est un problème financier pour certains. Donc, nous faisons le maximum pour fournir les billets d'avion, fournir des bourses de mobilité, solliciter des mécènes pour nous aider dans la création de bourses de mobilité. Ça fonctionne. Nous avons des mécènes qui nous aident, mais ce n'est pas encore suffisant. Vous voyez, il y a 111 bourses de mobilité en 2022. Hein. C'est les chiffres de 2022 qui ont été mis à l'écran, mais c'est sensiblement la même chose en 23 et 24.
et un certain nombre de croisements, de séminaires d'été, de séminaires internationaux. Nous avons également 3 doubles diplômes avec Sciences Po Paris, avec l'ESSEC et avec une université allemande. Je tiens beaucoup à ce 3e partenariat qui a été courageusement créé par mon prédécesseur et qui doit maintenir un lien fort et européen avec l'Allemagne. Donc pour ça, il ne faut pas seulement faire de l'anglais, mais il faut avoir un très bon niveau d'allemand. Et ça me semble fondamental pour l'avenir. Nous avons également, pour les plus âgés, en général, à Bac+5, une classe préparatoire qui fonctionne très bien, qui donne de très bons résultats au concours de conservateur, et une classe préparatoire au concours de restaurateur qui, elle, est d'un accès Bac+3. C'est-à-dire nous acceptons dans notre classe préparatoire restaurateur des jeunes femmes et des jeunes gens qui ont déjà 2 ans d'études supérieures. Oui, elle est à Bac+2, tu as raison. Et simplement, ils acquièrent une licence. Cette classe préparatoire restaurateur est co-organisée avec l'Université de Nanterre. Et elle donne, s'ils réussissent un certain nombre, évidemment, d'examens, elle donne une licence de l'Université de Nanterre à la fin de cette année préparatoire. Le 3e cycle, je l'évoque très rapidement, hein, puisque c'est un peu loin pour vos élèves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la possibilité de faire une thèse après une année prédoctorale. Alors, peut-être là, c'est toujours moi qui continue, oui. Non, je ne veux pas prendre la parole à d'autres. Il était bien prévu très bien, que je vous parle, et ça, je crois que c'est tout à fait fondamental. Je reviens, si vous voulez, à ce que je vous disais en commençant, c'est-à-dire l'importance de fournir des outils pour favoriser la réussite en même temps que nous ouvrons socialement et économiquement à... Très bien, très bien, très bien. Politique générale, eh ben, vous voyez, favoriser la réussite, c'est quoi? C'est donner un équipement méthodologique costaud aux élèves, équipement méthodologique qui est d'autant plus important qu'ils ont cette autonomie qui peut leur faire un peu peur. Vous voyez ce que je veux dire? Tenez, quelque chose qui peut faire peur. On a quand même un système d'examen dont je ne suis pas fière de vous dire ça, mais qui est trop orienté sur l'écrit par rapport à l'oral et trop orienté, à mon avis, sur le contrôle terminal par rapport au contrôle continu. On a fait des progrès par rapport à il y a 7 ans, mais c'est encore quand même, je trouve, un peu austère pour les élèves d'être dans certaines matières évalués par une dissertation qu'ils vont faire à la fin de l'année, vers le mois de mai, alors qu'ils ont eu finalement peu, pas, mais peu d'exercices préalables encore au cours de l'année. C'est pour ça qu'on a créé ce tutorat, qu'on a créé des examens blancs au milieu de l'année, qu'on a créé des séances de méthodologie, mais ça reste, je crois, par rapport aux élèves, même brillants, hein, issus de terminale, ça reste un peu fragile, si vous voulez. Et ça, on se heurte. Pourquoi on n'en fait pas plus? Ben, c'est tout bête, c'est parce que comme on n'a pas d'enseignants à demeure, vous voyez, c'est très difficile que je demande à un conservateur du Louvre de corriger 3 fois par an 300 copies. Il me dit, ah non, une fois, ça va, quoi. Il le fait une fois en mai, il fait une 2e session, là, il n'a plus qu'une centaine de copies, mais si je lui demande, c'est vrai, il ne peut pas, quoi. Et pourtant, c'est notre singularité de le faire intervenir. Vous voyez? Donc là, il y a une espèce de paradoxe d'être à la fois une école qui professionnalise grâce à ce maillage qui se crée entre les professionnels déjà en place et leurs étudiants, et qui présente quand même un certain nombre de difficultés. Donc, voilà. Là où on est plutôt bon, si vous voulez, je crois, c'est sur l'accompagnement individuel d'élèves en situation de handicap ou de difficulté. Là, franchement, on les accompagne individuellement et on est vraiment à leur écoute. On est vraiment une école pour ça. C'est-à-dire qu'un élève en difficulté trouve toujours un interlocuteur humain. Et on prend des dispositions individualisées parce que justement, nos élèves ne sont pas des dizaines de milliers, vous comprenez, ça reste quand même à échelle relativement humaine.
Ce qui est bien aussi, je trouve, c'est la vie scolaire ici, c'est-à-dire les associations, le bureau des élèves, les clubs, la junior entreprise, les élèves engagés dans la vie associative, les actions d'accompagnement. Tout ça, c'est très vivant. Hein. Je ne sais pas si tu en reparleras cet après-midi un peu. Voilà. Oui, la photo que vous voyez là, qui a l'air un peu posée comme ça, qui est un peu, on dirait un peu, je trouve, un tableau de Degas, tu vois, on dirait, c'est un peu la famille Bellelli de l'école du Louvre. Hein. C'est quelques-uns des élèves qui, il y a quelques années, parce que je reconnais des têtes là, vivaient à la maison des élèves. Ça a été une grande victoire, je dois vous le dire. On a pu créer, il y a 4-5 ans, une maison des élèves qui accueille 50 jeunes de première année qui viennent de régions dont les familles sont modestes et qui sont très jeunes. Et on leur offre un confort de vie qui est, parce que la maison est à Odéon, elle est à un quart d'heure à pied, qui est assez formidable. Et ça a été rendu possible, je dois vous le dire, sans un sou d'aide de l'État et sans un poste supplémentaire, grâce au mécénat, grâce à des complicités aussi, parce qu'on a la chance de louer cette maison à une congrégation dominicaine qui avait un foyer de lycéennes avant et qui nous fait un loyer ridiculement bas. Et c'est aussi comme ça qu'on s'en sort, vous voyez, pour ouvrir cette maison. Et évidemment, totalement laïque, hein, ça va sans dire. L'insertion pro, c'est une préoccupation continue pour nous. C'est une préoccupation fondamentale. On a, je vous le disais, des bons taux d'insertion pro, en particulier quand les étudiants sont titulaires du master. Là, l'enquête dont les résultats vous sont signifiés sur cet écran, c'est une enquête à laquelle procède le ministère et c'est tous les élèves, y compris les diplômés de premier cycle, n'est-ce pas Isabelle? Hein? Donc, si on regardait que les chiffres des diplômés de deuxième cycle, c'est encore meilleur. Mais déjà, bon, on est assez rassuré par ces résultats. Et c'est amusant que vous regardiez les pourcentages. Vous voyez les métiers du patrimoine, de la médiation, du marché de l'art, de l'administration et de la gestion du patrimoine et de la recherche. Et évidemment, ce qui permet, entre autres, hein, cette bonne insertion, c'est les stages. Et les stages, les élèves de l'école du Louvre en font beaucoup, puisqu'on signe plus de 600 conventions de stage par an. Ils en font beaucoup et on les engage à en faire dans tous les secteurs et dans l'ensemble du territoire. Alors, quelques mots à propos du concours, toujours avec le Morellet, je ne sais pas comment j'ai pu faire pour oublier Morellet, mais c'était un petit blanc du matin. Donc, notre beau Morellet, pour vous parler du concours d'entrée. Le concours d'entrée, on l'a remanié il y a 3-4 ans, pas dans le but de rendre plus difficile à l'entrée, pas du tout, mais dans le but de faire un concours qui soit plus ajusté à ce que nous sommes et à notre pédagogie. Un peu pour dire, voyez, je ne veux pas mentir sur la marchandise, quoi. Les jeunes qui passent le concours, il faut qu'ils comprennent qu'il y a du travail de mémorisation, d'identification, de rédaction. Et bien sûr, on est une école du regard. C'est pour ça, vous allez voir qu'on a par exemple cette épreuve de description, qui est une épreuve qui vise à évaluer la capacité à regarder attentivement, en profondeur, et à mettre en mots ce que l'on voit. Bon, revenons au début. Nous sommes insérés dans Parcoursup, vous le savez. De toute façon, il n'y avait pas moyen de faire autrement. Hein. Nous sommes insérés dans Parcoursup, mais tout en étant insérés dans Parcoursup, nous avons conservé notre concours. Cette année, il aura lieu le dernier samedi du mois d'avril, à savoir le 26. 26 avril. Et comme l'a dit Lucille Deschamps, et vous le confirmez, hein, la Fondation, pour les élèves qui sont passés par le stage égalité des chances, s'occupe de tous les frais. Hein, voilà. Bon, pour les autres, les boursiers sont exonérés, je crois. Hein, ils sont exonérés du coût du droit du concours et les autres doivent payer 65 €. 67 €. 67 €, c'est les droits d'inscription au concours. Les objectifs du concours, ben voilà, hein, c'est d'être le plus pertinent possible, c'est-à-dire de sélectionner des élèves qui ont
nous l'espérons, les meilleures aptitudes à la réussite. Ça ne sert à rien d'admettre un élève qui va être totalement largué tout de suite. Donc, il faut qu'on essaye de sélectionner en fonction du repérage des aptitudes nécessaires à la réussite des études dans notre école. Donc, nous mettons en place, vous le savez, un petit programme qui est composé d'une 30-35 heures, qui est publié sur notre site depuis quelques jours d'ailleurs, depuis quelques semaines à peine. Chaque année, ce programme change. L'idée, donc, c'est que ces œuvres doivent être connues et connues avec précision. À l'École du Louvre, ce n'est pas suffisant de dire Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. On a besoin d'une date et d'un lieu de conservation. Bon. Éventuellement même, approximativement, des dimensions de l'œuvre. Parce que matériellement, ce n'est pas la même chose de conserver un camée qui va faire 2 cm sur 3 que de conserver, je ne sais pas moi, la Victoire de Samothrace ou qui n'est pas une statuette de poche. Vous voyez, c'est important pour nous parce que c'est une porte d'entrée vers l'étude de l'œuvre dans sa dimension concrète, dans sa dimension unique, dans sa dimension individuelle. Ce que nous voulons aussi, c'est vérifier que les élèves sont curieux, qu'ils ont une culture de base à peu près structurée, autrement dit, qu'ils ne mélangent pas les périodes, les siècles, qu'il y a chez eux une capacité à se repérer dans le temps et dans l'espace qui est à peu près bien structurée. Donc à chaque fois, vous avez des questions, parce que dans le concours, vous le savez, il y a une dizaine de questions de culture générale, en gros histoire-géographie, qui sont des questions très très larges, qui peuvent faire appel à ce que les jeunes ont étudié en 6e ou en seconde. Donc c'est vraiment la vérification d'une culture de base qui donne des repères, en fait. À travers 10 questions, ce n'est pas grand-chose. Après, il y a la description. Bon, non, ça c'est très très bien, mais je reste là. Il y a la description de l'œuvre. La description de l'œuvre, comme je vous le disais, ce n'est pas une épreuve difficile. C'est une épreuve qui est exigeante sur des qualités personnelles de l'élève. Et ça me paraît fondamental. Un élève qui n'est pas intéressé par le fait de regarder longuement, de regarder précisément une œuvre, il va pas s'y retrouver ici. Il va pas s'y retrouver. Et il faut organiser ce qu'on voit. C'est-à-dire, s'il nous décrit un détail en haut à gauche, un détail en bas à droite, au premier plan, à l'arrière-plan, si tout est foutraque, il ne va pas non plus s'y retrouver ici. Il faut une manière de structurer ce qu'on voit et de traduire en mots les choses de façon organisée. Cela dit, il n'y a pas de recette. On ne dit pas du tout qu'il faut d'abord décrire le premier plan, puis le deuxième plan, puis le troisième plan, ou qu'il faut décrire de gauche à droite. Il n'y a pas de recette. À partir du moment où il y a une structure, on est content. Une structure et un vocabulaire. Là où c'est vrai que ça demande une certaine culture, c'est qu'on ne peut pas dire « je vois un truc ». Si c'est un vase, c'est un vase. Si c'est un chandelier, c'est un chandelier. Vous voyez, on ne peut pas confondre un éléphant avec une antilope. Bon, c'est des choses aussi simples que ça, mais l'exigence du vocabulaire précis, pour nous, c'est important. Et bien sûr, les compétences en expression écrite. La troisième épreuve, c'est une épreuve de composition écrite. Et c'est là que nous pensons qu'il est important que les élèves fassent appel à l'étude des œuvres qu'ils ont faites pendant toute l'année. Mais je vais y revenir dans un instant, à cette composition. Il est clair que nous accordons une importance particulière aux élèves qui ont suivi l'option ou la spécialité Histoire des Arts. Pour nous, c'est assez naturel que ces élèves-là aient un appétit particulier à venir chez nous. Raison pour laquelle, quoi qu'il arrive, ces élèves seront sélectionnés pour passer le concours.
Je dis quoi qu'il arrive, parce que je vais être tout à fait franc avec vous, on réserve un certain nombre de places à Arcueil. Bon. Si tout d'un coup, on avait sur Parcoursup 2 fois plus de candidats, on serait obligé de faire une présélection. Pour l'instant, on n'a pas été obligé de le faire parce qu'on avait suffisamment de places pour accueillir tous nos candidats. Mais ça, on ne peut pas le dire de manière trop large, car tout peut changer. Tout peut changer à chaque instant. Si on a 2500 ou 3000 candidats, on sera obligé de faire une présélection sur Parcoursup. Ce qu'on vous garantit, c'est que, et je m'en suis ouverte auprès de la DGESCO et des cabinets ministériels successifs, c'est qu'on accueillera toujours les candidats qui viennent de l'option Histoire des Arts, quel que soit ce qui est dit sur Parcoursup. C'est dit sur Parcoursup. Ah, bah, de toute façon, c'est dit. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est clair. Vous retrouvez ce que je vous ai dit, la date du concours. Bon, la présélection sur Parcoursup, voilà, voilà ce qui est nécessaire, hein, voilà ce qui est fondamental. Les élèves doivent le fournir, mais de toute façon, je suppose que ça, ils le savent, parce qu'ils doivent le fournir aussi pour leurs autres choix. Oui. Parce que vous avez été fort précieux puisqu'on n'a pas pu faire le concours. Très juste, très juste. Les qui sont pris d'office, ils jouent le jeu au cas où. Alors, je redis ce que tu dis aux collègues qui sont en visio. Hein. Il est quand même fondamental, même si je vous dis que depuis 2 ans, on admet tout le monde au concours, tous les gens qui ont coché École du Louvre. Il est fondamental de faire prendre conscience aux élèves de l'importance du projet motivé, de la motivation qu'ils expriment pour l'École du Louvre, des Parcoursup, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. 2 choses. D'abord, je vous dis, on peut être forcé, nous, par le nombre des candidatures, de faire quand même une présélection Parcoursup. Deuxièmement, comme tout peut arriver sur cette planète, l'année du Covid et l'année d'après, on a eu 2 années, hein, on n'a pas fait le concours, parce que ça nous était interdit, tout simplement. Et là, bien sûr, on a sélectionné sur Parcoursup. Et tout peut arriver, comme vous savez. Oui. Est-ce que vous connaissez la proportion? Oui, on a des statistiques de tout ça. Madame Bador vous les donnera cet après-midi si elle peut. Hein. On a des statistiques de tout ça, On a absolument. assez. Oui, Ils ne sont pas si nombreux. Parce que ceux qui n'ont pas fait Histoire des Arts sont toujours inquiets en disant mais si on prend d'office tous ceux qui ont Histoire des Arts, il n'y a plus de place pour nous. Mais si, en fait, largement, on a de place. Mais après, dans les réussites, je vais vous trouver le chiffre. Est-ce que ça constitue vraiment un avantage? Oui, alors, à ceux qui n'ont pas suivi cette... je n'ai pas la mémoire exacte du pourcentage, mais je peux vous répondre que oui, ça constitue un avantage. Ça, c'est incontestable. Il n'est pas colossal, mais il existe. Et moi, ça m'a d'autant plus intéressé de voir que ça représentait un avantage que il ne faut pas oublier qu'on a quand même 40% de nos candidats qui ont fait des études supérieures avant d'être candidats. Hein. On a des primo-bacheliers, à peu près 60%, et des gens qui ont fait 1 ou 2 années d'études supérieures. Eh bien, figurez-vous qu'ils réussissent pas mieux que les autres. La réussite des primo-bacheliers est égale à celle des hypocagneux ou des élèves qui ont fait 1 ou 2 années d'études supérieures. C'est comme ça. Et c'est plutôt rassurant, en vérité. Parce qu'on est quand même fait pour accueillir des étudiants issus du baccalauréat. Mais on peut vous donner des éléments statistiques. Alors, les étapes du concours, j'en ai parlé sans ces écrans qui sont très bien faits. Voilà, un exemple. Hein. Un exemple. Alors, je vous ai dit, il y a 3 parties dans le concours. Hein. 3 parties. Les 10 questions, la description, la composition, l'histoire de l'art. Et les coefficients, c'est 20, 20, 40. La composition compte double de la description. Vous voyez? Ou 10, 10, 20. Et c'est plutôt 20, 20, 40 en fait. Hein. Alors, il peut y avoir des choses extrêmement simples. On essaie d'éviter les questions vrai-faux. Je déteste ça. Je trouve que ça me plaît pas sur un plan pédagogique. Donc, mais il y a quand même
voyez, des choses un peu ludiques, hein. Le fait de souligner le personnage issu d'un mythe grec dans cette liste des 5, c'est un peu ludique. Il y a toujours une question de transcription de chiffres romains en chiffres arabes. Ça, il faut le dire, hein, aux élèves. C'est important pour nous encore, je ne sais pas pendant combien de temps d'ailleurs, puisqu'il y a certains musées qui, dans leur cartel, utilisent maintenant les chiffres arabes pour les siècles, et vous savez bien que ça a fait polémique pour Carnavalet, même pour les numéros des rois, là, c'est vrai qu'on n'est pas habitué à voir Louis XIV écrit 14, mais ils l'ont fait, donc ça a un peu, il y a eu un tollé, bon, c'était pas, honnêtement, c'était un peu un micro-sujet, hein, mais bon, la presse s'est emparée du truc, effectivement, je trouve qu'ils ont eu tort, mais bon, c'est pas non plus un drame social, hein. Mais en tout cas, oui, Juste, j'ai retrouvé les chiffres. vas-y, vas-y. Bon, là, on a des statistiques sur ceux qu'on a admis et classés. C'est-à-dire, on en avait classé, enfin, on avait 372 pour 304 places l'année dernière. Donc, dans cette liste-là, il y en a 61 qui avaient suivi la spécialité Histoire des Arts, 70 qui l'avaient suivi en première, mais pas en terminale, et on en a 20 qui avaient suivi l'option. Et donc, en gros, ça fait à peu près 20% de nos 21% de nos classés et admis. Après, je n'ai pas les stats sur les admis définitifs. Il faudrait qu'on les Oui, c'est la stade de réussite, c'est-à-dire ils étaient combien au départ et quel est leur pourcentage de réussite par rapport à l'ensemble. Je crois que c'est ça qui intéresserait monsieur. Voilà. Oui, donc c'est pas mal parce que ça fait un tiers. C'est pas mal du tout. Ils étaient 214. Ils sont Distinction, spécialité, option. Oui, il y a vraiment mais je sais bien. Distinction, spécialité, option. Ah, pardon pour l'interruption, mais. Non, mais je dis pour nos collègues qui nous suivent à distance, hein, que donc, oui, la réponse est que la réussite des élèves issus des spécialités et options Histoire des Arts est légèrement supérieure à l'ensemble, même compte tenu du fait qu'on a des candidats qui sont issus d'une ou 2 années d'études supérieures. Donc, l'épreuve écrite, voilà quelques éléments. La description, alors, il y a 2 ans, on avait donné comme description cet intérieur aux aubergines du musée de Grenoble de Matisse, qui nous permettait vraiment d'évaluer un certain nombre de choses. Vous voyez, d'abord, la reconnaissance toute simple des motifs représentés. Est-ce qu'ils avaient vu qu'il y avait une sculpture sur la cheminée, par exemple? Est-ce qu'ils avaient vu qu'il y avait ce bouquet de fleurs? Comment percevaient-ils l'espace, le paravent, la porte ouverte derrière, etc., la fenêtre? Oui, il y avait tout ça. On peut donner des œuvres extrêmement différentes, puisque l'année dernière, ce n'était pas du tout une œuvre du XXe siècle, c'était une mosaïque antique qui se trouve dans une superbe villa sicilienne, hein. Donc, vous voyez, ça peut être des choses très différentes. La composition écrite ressemble, hein, on va dire les choses simplement, à une mini-dissertation. Et il n'y a pas de plan imposé. Il n'y a pas... Pardon. C'était le temps des épreuves. Ah oui, en fait, l'épreuve complète dure 3 heures. On estime en gros qu'ils gardent 1h30 ou 2 heures pour la composition. Parce que les questions, ça va très vite. La description, en gros, c'est 20 minutes, 40 minutes, 2 heures, quoi. Ce qu'on préconise, hein. Mais après ça, les élèves sont évidemment totalement libres. Vous voyez, c'est ce qu'on met en bas, là, environ 2 heures. Ce qui est important, c'est d'avoir un format raisonnable, d'avoir une construction correcte de la pensée. Et ce qui est important, c'est qu'ils maîtrisent, parce que ça leur gagne beaucoup de temps pour la suite, la manière dont on appelle un exemple pour construire un raisonnement en histoire de l'art et pas illustrer. Vous voyez, le risque, c'est toujours le même, hein. Le risque, c'est que les œuvres d'art illustrent
un propos. C'est ce que j'appellerais le syndrome Lagarde-Michard. Vous voyez, vous vous souvenez sans doute, vous êtes peut-être même trop jeunes, vous tous là, pour avoir pratiqué le Lagarde-Michard, que j'ai beaucoup pratiqué moi-même. Et il y avait des reproductions d'œuvres à côté. Vous avez, je sais pas moi, Baudelaire et La liberté guidant le peuple. Ou, enfin, vous voyez, il y avait un système d'illustration. Et dans les livres d'histoire, c'est la même chose. Nous, évidemment, on change de point de vue. Les œuvres d'art nourrissent le développement. Elles sont fondamentales dans le développement d'une idée. Et éventuellement, l'appel à l'exemple fait passer d'une idée à une autre. L'exemple, l'œuvre d'art est moteur du raisonnement. Alors, on se débrouille toujours pour que notre sujet permette d'utiliser un certain nombre des œuvres qu'on a proposées au début de l'année. Et on demande expressément qu'il y ait au moins 4 des œuvres de la liste qui soient, voilà par exemple, ça c'est 2021, ça c'est 2022, ça c'est 2023 et 2024. Donc c'est cette année, n'est-ce pas? Non, encore une. Voilà, merci beaucoup Florie. Donc Florie de Bouchot a admirablement préparé cette mosaïque parce que c'est pas cette mosaïque qui est donnée sur le site, c'est une liste. C'est une liste de noms d'œuvres. On les laisse retrouver ces œuvres et on s'assure de 2 choses, si vous voulez, quand le jury prépare cette liste d'œuvres, on s'assure de 2 choses. La première chose, c'est que ces œuvres sont bien documentées sur des sites institutionnels qui donnent des informations fiables. Parce que on se dit qu'un élève isolé doit pouvoir préparer tout seul, sans professeur, sans rien, sans famille, sans bouquin. Donc il faut qu'il trouve une information fiable. Et deuxièmement, en choisissant ces œuvres, on se dit qu'elles vont pouvoir être utilisées, certaines d'entre elles, dans le sujet de dissertation qu'on va imaginer. Et troisièmement, j'oubliais une chose importante, eh bien, on essaie de couvrir des cultures différentes et des époques différentes. Et ce n'est pas le moins simple. On essaie, on ne couvre pas tout parce que, évidemment, vous le voyez, c'est assez limité. C'est une 35 heures, mais on se débrouille pour qu'on ait des époques, des techniques, des cultures différentes. Et ça, c'est du travail. Il y a des œuvres très connues, certaines vous les reconnaissiez très bien, j'insiste pas, il y a des œuvres moins connues. Et puis vous voyez, là, il y a même une captation d'un film, la célèbre scène dans le Cuirassé Potemkin de la descente des escaliers d'Odessa. Et il ne vous échappera pas que c'est aussi un petit coup de chapeau à l'Ukraine. Voilà. En gros, je suis prête. Si vous avez des questions, il est 11h, j'ai à peu près tenu le temps. C'est ça. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui est prévu juste après, mesdames? Très bien. Et ensuite, Sandra qui vient parler un petit peu des junior classes, Florie qui va parler du stage d'égalité des chances. Très bien. On voit un petit peu de la vie. Parfait. Donc, avant la pause, est-ce que vous avez des questions? Et même, oui, alors, bien entendu, je m'adresse aussi à vous qui êtes loin. Je vais arrêter le partage d'écran et n'hésitez pas, mesdames et messieurs, à poser des questions. Alors, pas Ludovic Rafali, je ne prendrai pas ces questions. Mais on a 2 collègues à distance, si je vois bien. D'accord, parfait. Une question par rapport au programme Égalité des chances. Tout à l'heure, vous avez parlé de diversité sociale et économique. Est-ce que vous avez aussi un regard sur la diversité géographique? Ah ben bien sûr. Parce que vous êtes déjà sollicité par téléphone. Moi, je travaille à Douai, au lycée Corot, qui n'est pas partenaire des programmes Égalité des chances. Donc, je ne sais pas bien quoi le devienne à jour, mais ça, c'est pas à l'heure du jour pour l'instant. Mais c'est vrai qu'en constatant la liste des établissements avec lesquels vous êtes partenaire, il y a des établissements qui sont principalement des établissements parisiens, Île-de-France, oui, et un établissement dans le Pas-de-Calais qui est celui adossé au Valence. Et est-ce que le fait que vous privilégiez ces établissements, ça se traduit
en réussite des élèves au concours Non, et les ça autres se traduit même pas tellement dans la sélection au stage. Disons qu'on organise avec ces lycées-là des étapes, donc des séances d'information privilégiées au cours de l'année. Mais ce n'est pas du tout un appel à candidature qui est en vase clos sur ces établissements scolaires-là. Il est vraiment ouvert sur le territoire métropolitain et dans les DROM-COM. Et les élèves candidatent et ils sont sélectionnés en fonction de leurs critères sociaux et le critère géographique. Et l'éloignement, en fait, d'un centre culturel ou d'une grande ville fait partie des critères qu'on examine. Oui, ça c'est important de souligner que les élèves du stage ne sont pas liés à ces établissements. Non. En tout cas, pas nécessairement. Pour répondre à votre question, oui. Parce que beaucoup sont juste en dessous de la limite de la bourse. Mm. Et tant de la limite pour être boursier. Et donc, nous, on n'est pas lycée partenaire, on est très loin, on est loin de toute, assez loin de toute structure culturelle. Et les élèves candidatent pour le concours. Il y en a même une qui a réussi le concours l'an dernier, mais aucun n'a été pris pour le stage égalité de chance parce qu'ils n'ont pas cette critère. Et justement, cette année, on a un petit peu modifié le formulaire. Et ensuite, on demande à examiner l'avis d'imposition. Ou alors, on propose une simulation Crous. Parce que bien souvent, les élèves qui sont dans le secondaire, juste en dessous de la critère boursier, le sont dans le supérieur. Par contre, ce critère est beaucoup plus ouvert. Mais ça fait un peu peur, parce que tout de suite, oh, madame, je ne suis pas boursière. Ça, c'est très important, la réponse qui vous a été faite. C'est-à-dire qu'effectivement, le critère de la bourse est pas le même à l'université et dans le secondaire. Donc, il faut leur répondre ça en leur disant, peut-être vous serez boursier à l'université. Et ça, c'est fondamental. Sinon, oui, on a une carte de France, monsieur. Je sais pas si... Monsieur, pardon. Je vous disais, oui, nous avons une carte de France qui nous permet de pister l'origine géographique de tous nos élèves. C'est une chose qu'on a faite cette semaine et qu'on peut vous transmettre, oui. Et vous verrez, c'est assez intéressant parce que en fait, ils viennent de partout, absolument partout, sauf un axe la diagonale du vide, qui va de la Creuse à la Dordogne et aboutit aux Pyrénées-Orientales. Et là, il y a un blanc. Mais sinon, ils viennent beaucoup de tout le pourtour de la France, de Strasbourg, du Nord, de la Bretagne, de la région Rhône-Alpes-Côte d'Azur, etc. Et je vous dis, on a quand même les 2 tiers de nos élèves qui viennent d'ailleurs que de l'Île-de-France. On a 1 tiers Île-de-France et 2 tiers le reste de la France et des départements d'outre-mer. On n'a pas beaucoup d'étrangers en premier cycle parce que comme on est francophone plus qu'en deuxième cycle, nos élèves étrangers arrivent souvent en master. Oui, madame. Sur l'entrée, en deuxième année et troisième année, sur le côté, oui. Il y avait écrit admission par équivalence possible. Oui. Tout à l'heure. Oui. Bon, Isabelle Badin va vous faire un petit topo là-dessus, mais c'est vrai que ça reste possible sous certaines conditions d'entrée. Alors, une des choses dont j'ai parlé, c'est le deuxième concours, c'est le concours de la BEL, mais il y a aussi des admissions par équivalence, on vous en parlera. N'oubliez pas de reposer la question, mais je pense que Mme Bador n'oubliera pas. Ah, vous voulez dire, il y a des annales? Vous avez les annales sur la page du concours du site. Vous avez les 3 dernières années d'annales. Voilà, je vais vous montrer. Position de correction ou simplement Non, on n'a pas mis. Parce que justement, il y a plus, ce que disait la directrice, c'est que vous avez plusieurs possibilités. Il y a pas correction, c'est-à-dire proposition, mais les grands axes d'attente de correction. Oui, en fait, il y a les conseils, il y a les recommandations du jury. Non, ça marche. Normalement. Comment je peux avoir le site? C'était pas mal. C'était un
Dans l'ordre, il est dans les favoris. Ah oui, je vous en prie, Dans les favoris, oui, sûrement. Il n'est pas là. Non, il n'est Sur pas. navigation privée, si. Pas de navigation privée. Enlever ça, peut-être. Oui. Non, ça ne marche pas. Bon, on va le trouver, c'est pas grave. Bon. On va s'y mettre, non? Oui, alors, on va faire. Oui, c'est ça. J'ai pas fait ça tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc là, on est sur le site. Concours d'entrée. Et vous voyez, Première entrée. voilà. Elles sont là. Non, elles sont en dessous. Encore plus. Voilà, les annales. Consultez. Il y a tout. Voilà, vous avez les annales avec toutes sortes de renseignements qui peuvent vous être utiles. Hein. Ça, c'est les annales du concours qui a eu lieu l'année dernière. Celle des 2 années précédentes, c'est-à-dire de 2022 et 2023. Voilà. Avec les recommandations et quelques éléments statistiques. Bon, si vous n'avez plus de questions, on va peut-être passer à la petite pause. Moi, je vous dis au revoir et bonne journée. Et puis, je déclencherai, mais là, d'ailleurs, je vais le mettre là. Oui, mettez la cigarette, j'arrive. Allez-y, allez-y. Je voulais savoir, Je vais juste éteindre j'avais l'enregistrement. dans les vacances un truc, un message pour me dire que je devais compléter